And the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of of Ukraine. What's going on internationally? En Syrie, nous avons un ennemi, Daesh. Nous sommes en passe de le vaincre. Le peuple syrien a un ennemi, il s'appelle Bachar el-Assad. Mais il est toujours là. Il nous faudra donc trouver la solution politique dans les semaines et les mois qui viennent pour organiser une stabilité territoriale. Ces témoignages sont absolument bouleversants. J'ai dit à mes interlocuteurs que quand on entend ça, et je suis conscient de la force de ce que je suis en train de dire, M. Bachar el-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. Parce que c'est une opération de destruction d'un peuple qui est en train d'accomplir. Disant cela, je considère que nous devons sortir de postures morales qui parfois nous impuissantes. La décision des États-Unis de placer Jabhat al-Nusra, un groupe djihadiste combattant aux côtés des rebelles, sur leur liste des organisations terroristes, a été vivement critiquée par des soutiens de l'opposition. M. Fabius a ainsi estimé, mercredi, que tous les Arabes étaient vent debout contre la position américaine, parce que, sur le terrain, ils, al-Nusra, font un bon boulot. Donc, un petit clap. Et, sans plus de préambule, je passe la parole à Soubry pour cette rencontre exceptionnelle, vu les circonstances. Et je te laisse nous expliquer ce qui vous a amené à demander à intervenir illico, enfin dans l'urgence, dans le cadre de nos épisodes successifs de la stratégie du chaos, avec, je vais te charger où ils vont se présenter, tes habituels complices, Faisal et Majed. Eh ben, merci Dominique, tu as le droit de nous poser la question, qu'est-ce qui nous arrive? Ben, je te la pose. Voilà. Nous sommes là pour vous expliquer ce qui nous arrive. D'abord, je vous remercie d'être là un dimanche après-midi pour une question d'urgence. C'est la Syrie en danger. Et elle est réellement en danger. Aujourd'hui, je suis entouré de mes complices qui connaissent la Syrie beaucoup mieux que moi. Moi, je ne suis pas syrien, je suis irakien. Mais comme tous les Arabes du Moyen-Orient, je suis passé par la Syrie, qui était la porte de l'Orient. C'était la Syrie qui nous reprochait un petit peu du monde de l'Occident. C'était pour nous l'Occident. Elle était effectivement, c'était un pays où ça donnait plaisir de connaître ce peuple et de vivre là-bas. J'ai vécu une année à Damas, c'était l'une de mes meilleures années de ma vie. Où le pays, ce n'était pas Bachar al-Assad, c'était son père, Hafid al-Assad à l'époque. Et j'ai quitté Damas lorsque Hafid al-Assad avait pris le pouvoir, il avait organisé un coup d'État, et c'est ainsi que j'ai quitté ce pays, ce beau pays. Là, depuis ces derniers événements, depuis le coup d'État qu'on a baptisé Révolution islamique sunnite, mais en réalité, pour moi, c'est un coup d'État. Mes amis, ils vont me corriger sûrement, puisqu'ils ont les informations directement du pays. Pour moi, ce que je vois, c'est que ça faisait partie, c'est un petit peu les avatars de la guerre qui s'emparent du monde aujourd'hui. Avant le départ de Biden et le fait que l'Ukraine était en difficulté, pour pouvoir faire des diversions et embêter Poutine, ils ont envoyé les Tchétchènes, les Ouïghours, les Ouzbeks
pour organiser un coup d'État en Syrie précipitamment. C'était un coup d'État, ils l'ont baptisé Révolution islamique pour donner un rôle à la Turquie pour avoir son mot à dire sur la Syrie. C'est ainsi que je vois les choses. Ce qui s'est passé ces derniers jours, il y a eu un massacre terrible, mais tout le monde garde le silence. Les médias n'en parlent pas. Il n'y a pas des équipes dépêchées pour aller chercher la vérité. J'ai reçu quelques informations hier sur cette partie qu'on appelle la côte de la Latakia, qui est la partie la plus belle de la Syrie, et y habitaient à peu près 750 000 Alaouites. Les Alaouites, c'est la 12e communauté religieuse de la Syrie. Les sunnites représentent à peu près 70%. La 12e communauté, c'est les Alaouites, et puis les autres communautés qui suivent. Et la personne qui m'a envoyé le mot de là-bas, elle dit depuis le massacre, les villes, les grandes villes de la côte, elles sont pratiquement vides. On peut dire qu'ils sont habités à 3 ou 4%. Mais les autres, oui, sont partis. Et lui, il pense qu'il y a des centaines de milliers qui se sont partis à la montagne, dans la forêt, pour s'échapper au massacre. Il y a quelques 10 à 20 000 Alaouites réfugiés sur la base russe qui se trouve dans la région Hamimim. Et les autres, on ne sait pas où ils sont. Alors, c'était la première chose à faire, c'était au Conseil de sécurité, aux Nations Unies, de dépêcher des commissions d'enquête pour aller voir combien il y a de morts, combien il y a de vivants, où sont les morts, on voit des images horribles, où il y a des massacres, semble-t-il, beaucoup d'enfants qui ont été tués. Il y avait des scènes d'humiliation à l'égard des autres communautés. Les non-alaouites, particulièrement les chrétiens, ils les ont obligés à marcher à 4 pattes pendant que les Ouzbeks les battaient en public. Donc, une situation qui échappe à tout le monde. Et c'est pour ça tout le monde essaye de calmer le jeu en disant « attendons, voir ». Alors, qu'est-ce que ça peut donner la situation en Syrie? Deux questions se posent. Est-ce que pour être réaliste et pragmatique, il faut réintégrer Al-Jolani au sein de la communauté internationale? Ça veut dire légitimer le terrorisme. Sur le Jolani, j'ai 1 ou 2 mots à dire. C'est un type qui était chez nous en Irak. Lors de l'occupation de l'Irak, il était arrêté. Il était à l'époque avec Ben Laden, avec l'État islamique. Il n'y avait pas le même nom. Non. Et il était arrêté. Abu Mohammed al-Jolani, à l'époque. Et oui. Il a été arrêté par les Américains, emprisonné chez les Américains. Quelque temps après, les Américains ils l'ont confié au gouvernement irakien. La prison a été attaquée et 50 personnes ont été évadées, parmi lesquelles il y avait Jolani. Oui. C'est pas Jolani, c'est bien? Abu Mohammed al-Jolani. Oui, Abu Mohammed. C'est Oui, Jolani. oui. Elle était avec eux. Il est parti de l'Irak et puis il est allé faire un émirat à Adlib, fait un État à lui, s'installer là-bas. Pendant le printemps arabe. Hein. Et là, on a fait appel à lui pour virer précipitamment Bachar et faire un État islamique sunnite dans la région. Donc, c'est une arme à plusieurs tranchants, pas à double tranchant. On peut utiliser Abu Mohammed Jolani pour menacer ses confrères chiites d'Iran. C'est là, nous sommes devant un dilemme.
une guerre confessionnelle générale entre chiites et sunnites, ou alors la communauté internationale, elle va nous convaincre qu'il faut faire mieux, il faut le réintégrer. Seulement la communauté internationale, elle se retrouve devant un dilemme, comment on peut légitimer Daesh avec tout ce qu'elle a commis comme crime. Et lui, elle était champion de toute la période. Oui. Y compris, il en a liquidé beaucoup pour s'imposer dans son propre camp. Absolument. Y compris quand il était à Idlib, etc. Il a liquidé tout le monde autour. Absolument. Déjà Mais, en Irak, il avait liquidé énormément de monde. Oui. Il s'est attaqué aux Yézidis oui. particulièrement. À l'époque où on a enlevé plusieurs centaines de milliers de jeunes femmes yézidis en Irak pour les vendre au marché des esclaves, lui, il était là. Il a participé à cette opération. Donc, les Irakiens disent, le gouvernement irakien disent qu'il y a un mandat de recherche contre lui. Et en même temps, le gouvernement irakien, on lui force la main pour établir des relations étatiques avec la Syrie. Et hier, la communauté, la Ligue islamique, du monde islamique, a intégré la Syrie au sein de la Ligue. Dans les jours à venir, elle va être réintégrée au sein de la Ligue arabe. Et la troisième étape sera posée. Les Européens, ils diront, il sera raisonnable de l'encadrer au lieu de le laisser faire. Voilà, ces sont les conséquences de la déstabilisation de l'ordre international. L'ordre mondial issu de la Deuxième Guerre mondiale, il s'appuyait sur des normes, sur des règles, sur des principes et sur des lois. Depuis que cet ordre a été désorganisé avec Bush, l'ordre international, il ne s'appuie sur rien. Là, ils vont nous dire, il faut être réaliste, il faut être pratique, on ne va pas faire la guerre à la Syrie. La meilleure chose, de l'intégrer. Voilà la question que je pose à mes amis, où ils auront peut-être un regard différent. Est-ce que Abu Mohammed Djolani sera réintégré au sein de la communauté internationale ou est-ce qu'il y a d'autres solutions? Majid. Écoutez, là, je partage ce que vous venez de dire, que la situation elle est catastrophique, elle est dangereuse non seulement pour les minorités, et surtout pour les musulmans sunnites eux-mêmes. J'interromps juste un instant. Elle est catastrophique, mais totalement prévisible et annoncée. C'était prévisible. Depuis longtemps, comme conséquence inéluctable de ce qui a été fait depuis 2011, au nom de nos valeurs, là, c'est ce que ça veut dire, en Syrie, pour liquider le boucher al-Assad, qui était accusé, qui en faisait, entre parenthèses, bien moins, et sur une beaucoup plus longue période, beaucoup moins qu'en quelques jours, ce qui était totalement attendu, a fait al-Jolani, à l'instar d'ailleurs des opposants de al-Assad, dont il était un des premiers. Hein. D'ailleurs, je pense qu'il faut le rappeler, c'est-à-dire quand même que là, c'est quand même énorme comme imposture de la part de notre appareil idéologique occidental, cette affaire de Syrie. Parce que là, on ferme les yeux, on se bouche le nez, alors qu'on les avait prévenus que la conséquence de vos conneries, ça allait être ces massacres et ce génocide. Exactement, mais c'est la même méthode, ça ne m'étonne pas, de la part de certains officiers occidentaux, c'est la même méthode qu'on a fait en Afghanistan. Rappelez-vous, ils ont négocié avec les talibans, en nous disant qu'ils sont devenus modérés et tout ça. Et puis on a vu, une fois qu'ils sont au pouvoir, les talibans que de toute façon, rappelons-nous, pour remonter même avant Bush, ou plutôt encore un petit peu avant, les circonstances, donc à l'époque de Brzezinski carrément, où avant l'Ukraine, la Syrie, la Libye et tant d'autres,
ils ont fait leur classe en promouvant les premiers djihadistes, fabriqués comme les Américains, y compris Clinton l'a reconnu elle-même, fabriqués, Al-Qaïda, etc. La matrice a été activée sous l'impulsion des Américains, en commençant, parce que la première période, comme on s'en souvient peut-être plus, de la guerre en Afghanistan, c'était de faire un nouveau Vietnam pour les Russes, et donc, et pour ensuite, quelques années après, venir prendre la place des Russes, au nom de nos valeurs, les mêmes, toujours, et pour finir avec les résultats que nous connaissons il y a à peine plus d'un an. Exactement, c'était l'objectif de la guerre en Afghanistan, et pour la Syrie, c'est la même chose, mais seulement l'agenda, c'est imposer Israël et la politique israélienne qui était commandée par les États-Unis dans tout le Proche-Orient. Parce que ce qui s'est passé en Syrie, c'était après ce qui s'est passé au Liban. Ça, parallèlement à ce qui se passe à Gaza, c'est-à-dire il faut imposer Israël comme État d'apartheid, comme État raciste, génocidaire, et faire peur à tous les régimes arabes pour remodeler le Moyen-Orient. C'était un rêve de Condoleezza Rice et de Bush, etc. Maintenant, ils croient que ça va se réaliser. Mais il y a énormément de problèmes. Tout n'est pas dit encore. Parce qu'on l'a vu maintenant avec l'Afghanistan. L'Afghanistan, maintenant, les Américains ont bloqué, gelé les avoirs, le budget afghan. C'est-à-dire déjà, c'est le pays le plus pauvre, parmi les plus pauvres de la planète. Maintenant, ils n'ont pas le sou. Et ceux qui courent pour aider, pas les talibans, mais le peuple afghan, c'est l'Iran, c'est la Russie, c'est l'Inde, etc. Vous voyez? Et en Syrie, c'est la même chose. Ils ont dialogué avec Joulani, ça fait des années. Et si vous suivez, par exemple, les interviews que Joulani donnait aux médias occidentaux, anglais et américains officiels, la radio officielle américaine, ils essayaient, et puis la société de communication britannique qui lui dictait, lui apprenait comment faire, comment répondre, dire qu'il a changé, qu'il n'est plus avec Al-Qaïda et tout ça, alors qu'on voit chaque jour les grands noms de Al-Qaïda se trouvaient dans l'émirat de Idlib. Al-Baghdadi a été tué par les Américains sur dénonciation de Joulani, parce que là, il fallait bien payer quelque chose en contre des services rendus. C'est Al-Baghdadi a été tué à Idlib. On ne peut pas dire que Joulani ne le savait pas. Vous voyez? Et puis après, il dénonce cet assassinat, même s'il était contre Al-Baghdadi. Et là, chaque jour, on trouve aussi beaucoup de dirigeants d'Al-Qaïda qui sont assassinés par les Américains. En même temps, on essaie de présenter Joulani sous un autre visage, comme quoi il n'est plus... c'est l'élu. Voilà. Il a été élu, finalement. On a liquidé les autres, maintenant ça y est, on a fini par choisir. Celui-là, c'était le plus efficace, d'ailleurs, il s'est bien employé à les liquider lui-même. Exactement, c'est-à-dire il y a deux solutions. Soit c'est le scénario taliban qui va se reproduire en Syrie, et je pense qu'une fois qu'il a la légitimité, il va faire semblant d'élection bidon, une constitution. On a vu la constitution qui ne vaut pas l'encre avec laquelle elle a été écrite, qui a été quand même écrite par des constitutionnalistes qui ne connaissent rien de la Constitution, à tel point que les Druzes sont contre, les Alaouites sont contre, les chrétiens sont contre, parce que une des premiers principes de cette constitution, c'est que le fiqh islamique, pas seulement la charia. La charia, c'est la loi islamique. Mais le fiqh, c'est la pensée islamique qui est essentielle dans la législation syrienne. Oui. Et puis là, dans le fiqh,
quand vous parlez de fiqh en islam, la jurisprudence, vous avez des dizaines d'écoles. Donc, finalement. Et puis, la première chose, c'est ce qui est le plus important, c'est passé inaperçu. La première déclaration de Joulani, une fois à Damas, il a dit « Nous ne voulons plus de guerre avec Israël ». Et le jour même où il a dit ça, Israël a détruit toute l'armée, toutes les bases aériennes, c'est-à-dire les centres de recherche, les bases militaires, etc., etc. Donc, même Israël, il lui a dit non, on n'a pas confiance, il faut détruire toute capacité de défense syrienne, parce que Joulani, même s'il dit le contraire, il est un islamiste dangereux. Et les Américains disent la même chose. Par exemple, quand il y a mais pourtant, il est présenté comme plus inclusif que Bachar. Oui, curieux, hein. Oui, mais c'est inclusif, évidemment, avec beaucoup de guillemets. Comme disait Lénine, depuis quand on croit les gens d'après ce qu'ils disent. Oui, on l'a vu comment il s'est comporté à... Cela dit, il ne l'a même pas dit lui. Oui, c'est nous, notre appareil de propagande qui l'a présenté comme ça. Hein. Absolument. Lui, il n'a jamais caché ses excellentes intentions de liquider tout le monde. Hein. Voilà. Donc, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Voilà, on connaît ça. Actuellement, si vous voulez résumer la situation, il y a deux puissances qui se partagent le pouvoir en Syrie. La Turquie et Israël. Les autres pays... Les États-Unis, quand même. Les États, oui, mais quand on dit la Turquie, c'est l'OTAN. Oui, voilà. C'est Israël, maintenant. Les États-Unis, ils se contentent de contrôler la partie kurde. Et puis, jusqu'à maintenant... Attribuée aux Kurdes. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas levé... Du pétrole et du gaz. Oui, voilà. Bien sûr. Oui, ça, c'est dans la tradition de Trump. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas levé les sanctions. Ils ont pris quelques mesurettes, mais l'essentiel des sanctions, qui étaient à l'origine aussi de la chute de l'ancien régime, sont toujours là. C'est-à-dire, on tient Joulani en laisse, on lui dit, voilà, si tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, vous aurez le même sort que... Oui, mais il le fait quand même. Il ne le fait pas, parce qu'il ne peut pas... Attends, là, dernièrement, quand même, c'est difficile de dire qu'il ne fait rien. Non, il parle, mais il ne fait rien. C'est-à-dire, il massacre. Il massacre. Oui, ah oui, d'accord. Ça, c'est il massacre. Ah oui, ok, oui. Mais, c'est-à-dire, la première décision, il a dit, maintenant, il n'y a plus de rationnement, vous pouvez acheter le gaz quand vous voulez, vous pouvez retirer de l'argent quand vous voulez, mais les gens, quand ils vont acheter le gaz, on dit, il n'y en a pas. Quand ils vont retirer, il n'y a pas de dollars. Donc, la situation est 1000 fois pire qu'avant. Majid. Oui. Moi, je soupçonne. Je pense que les États-Unis et l'Europe, elles souhaitent trouver une solution d'intégration et elles donnent consigne à leur proxy en Moyen-Orient pour aider Joulani. Hier, le Koweït a décidé d'approvisionner la Syrie en gaz au pétrole pour qu'il y ait de l'électricité. Avant-hier, c'est le Qatar qui va donner. Ils vont essayer, à travers les régimes de la région, pour le faire vivre, parce qu'ils préfèrent avoir quelqu'un, je suis d'accord avec toi, il ne représente rien, sa force, principale force, c'est l'international islamiste afghan, ouzbek, ouïghour. C'est ceux-là qui le pouvoir leur appartient. Mais le problème, c'est de Joulani, le problème de Joulani, il ne faut pas le sous-estimer. D'abord, il est à la tête, théoriquement, d'une myriade d'organisations terroristes. Oui. Et jusqu'à maintenant, on l'a vu dans les massacres de l'Ataquié, de Tartous et de Banias en pays alaouite, il ne recevait pas les ordres de Joulani directement. Donc chacun pour soi. On a vu aussi que les Druzes n'écoutaient pas.
il y a une autre armée. Ils disent oui, on va accepter de déposer les armes, mais personne jusqu'à maintenant n'a déposé les armes. Vous voyez? Et la constitution qu'il Ils font du zèle même. Et puis la constitution qu'il vient de faire, une constitution bidon, il a, sur conseil de la société de communication britannique, qui l'avait toujours conseillé, il a pris presque les mêmes principes que l'ancienne constitution. Par exemple, le nom de la Syrie, République arabe syrienne, a été maintenu. Vous voyez? C'est important de le signaler. Et puis, il a dit, nous ne sommes plus une dictature, mais la Constitution lui donne tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. C'est le président qui n'est pas élu, qui n'est pas légitime. Pendant 5 ans, c'est lui qui va décider de l'avenir de la Syrie. Et puis, la plupart des organisations ou des organismes qu'il a créés sont composés des gens qui sont à sa botte. Donc, et puis, les ultra-islamistes sont mécontents. Oui, parce qu'il fallait satisfaire tout le monde. Certes, il a mis les Ouïghours, certains combattants ouïghours, ouzbeks, tchétchènes, dans la direction de l'armée, mais leurs troupes n'obéissent pas. Pas forcément, parce qu'il est attendu. La solution qui, dans le pire des cas, il va les liquider. Ça, oui, mais il lui restera plus grand-chose comme non, mais force armée. Voilà. Soit il va les liquider, soit ils vont le liquider. Oui, ça, c'est arrivé. Vous voyez, je vous donne un exemple. En Arabie Saoudite, quand le roi Ibn Saoud avait une armée de combattants wahhabites très fanatisés, qu'on les appelle al-Ikhwan. Et il voulait s'opposer à lui, il les a massacrés. Oui. Il les a massacrés carrément. Et il les a cantonnés dans des villages. Vous dites, vous ne bougez plus. Oui. Donc, est-ce que ça va se reproduire? On ne sait pas. Je ne pense pas. C'est ce qu'avait fait d'ailleurs Hafez el-Assad, il y a bien longtemps, dans une situation finalement analogue, pour arriver à les empêcher de nuire. Enfin, c'était les frères musulmans. Les frères musulmans, mais c'était pas, il ne les a pas massacrés comme on le dit, parce que quand même, les frères musulmans, c'est eux qui avaient déclaré la guerre contre lui. C'est-à-dire, quand on parle de Hama, de massacre de Hama, qui est présenté comme le plus grand massacre de l'histoire de la Syrie, et où il y aurait même, parfois, on a parlé de 100 000 morts. Voyez, alors que quand on lit ce qui s'est passé exactement en 1982 à Hama, il y a les frères, une partie des frères musulmans s'est révoltée s'est rebellée contre le pouvoir, a massacré 400 fonctionnaires et agents de sécurité et gendarmes, et l'armée a réagi en massacrant 700. Le tout, c'était ça. Oui, et ça, vous le trouvez dans le rapport de l'agence de défense nationale américaine qui dépend du Pentagone. Et là, le massacre a eu lieu ou les combats, moi je préfère dire combats, en février 1982. Le rapport a été écrit et publié en avril 1982. Et là, il cite exactement ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut comparer ça, juste un truc, à ce qu'avait été contraint de faire Nasser vis-à-vis de ses propres frères musulmans quelque temps avant? Non, parce que Nasser, en tout et pour tout, les gens qu'il a tués pendant son règne, c'est à peine 15 000... oui, mais le contexte, enfin, le motif de ces violences était le même. Oui, non, mais avec les mêmes protagonistes. Oui. À l'époque, il y avait le macartisme aux États-Unis d'Amérique. Et puis, on cherchait les gens. Si vous voulez comparer avec excuse-moi, je t'ai interrompu. Si vous voulez comparer avec l'Égypte, Nasser n'a pas toujours été contre les frères musulmans. Il a essayé de les intégrer. Lui-même, il a essayé il était à un moment donné membre des frères musulmans. Puis, quand il a vu comment ils pensaient,
il a rompu avec eux. Par exemple... Comme Erdogan, oui, Khashoggi... Par exemple, le grand théoricien des frères musulmans, Sayyid Qutb, oui, a été emprisonné. Il a été condamné à mort. Non, a été emprisonné, a été libéré, et puis, une fois qu'il a été libéré, il a essayé de comploter contre lui et le tuer. Mais l'essentiel, Majid, c'est moi qui ai fait dévier, excusez-moi. C'est Dominique. Elle dit... Attends, je relance, juste une seconde. Nasser a essayé de les intégrer, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi, ils n'ont pas voulu. Assad, il a essayé de les intégrer, il n'a pas réussi. Voilà. Bush a essayé de les intégrer en Afghanistan, et après on a dit on ne peut pas. Maintenant, qui va intégrer? Non, mais c'est-à-dire là, parce qu'on a commencé le débat en citant Brzezinski. Brzezinski, il y a une interview très célèbre qui a été publiée par le Nouvel Observateur en 1998. Est-ce que vous ne regrettez pas, le journaliste lui dit, est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir nourri cette bête terroriste qui s'appelle Al-Qaïda? Et lui, il lui dit, et sa réponse était, quelle sottise! Quel est le plus important dans l'histoire? Faire tomber l'Union soviétique ou quelques cervelets islamistes. C'est de la mise mot à mot. Et pourtant, à la fin de sa vie, il avait changé nettement son orientation sur un certain nombre de points. Voilà, mais il était toujours pour l'islamisme et tout ça. Parce que pour lui, la priorité des priorités, c'est de casser l'Union soviétique. De détruire la Russie. Voilà, détruire la Russie. Russes. Voilà. Bon. On va voir le point de vue de notre ami Faisal. Alors Faisal, tu es syrien ou libanais? Non, je suis libanais. Libanais, mais j'aime bien la Syrie et l'Irak. Il est de ce qui était le Levant français à l'époque des mandats et des protectorats sur la région. Donc moi, je vais essayer de vous aider à comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Syrie et j'essaie de vous aider à trouver une explication un peu différente de l'explication immédiate qu'on a donnée à ces massacres. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et l'atrocité de ce qui s'est passé dans la côte syrienne alaouite, il faut revenir un peu en arrière. En 1305, il y avait l'empire de Mamelouk qui dominait la Syrie et l'Égypte. À l'époque, il y avait un faqih qui est toujours d'actualité qui s'appelle Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, c'est le pire faqih intégriste au sein de l'islam. Lui, il a donné un fatwa pour aller chasser les Alaouites qui se trouvent dans les montagnes en Syrie et au Liban. On a massacré 40 000 personnes, à peu près ça. On n'est pas sûr des chiffres, mais on a massacré des dizaines de milliers de personnes. Et le reste, ceux qui n'ont pas été massacrés, on les enlevait et envoyait dans l'ABK libanaise et sur les côtes syriennes pour qu'ils soient sunnites, pour qu'ils lâchent leur... pour qu'ils deviennent sunnites. Et on a affecté deux maîtres de faqih qui faisaient revenir ces alaouites-là, c'est Nusayri à l'époque, s'appelait Nusayri, à la bonne direction, direction et être sunnite comme tout le monde.
Malheureusement, ce qui s'est passé dans la semaine passée, c'était à peu près comme ça. Al-Joulani et ses groupes qui s'appellent Al-Hamzat et Al-Amshat. Al-Hamzat, c'est par rapport à un chef sanguinaire. Afghan. Je ne sais pas s'il est afghan ou autre, ou syrien. Syrien, Ça n'a pas d'importance. L'importance qu'il a dans la tête. Pour lui, pour Al-Hamzat et Al-Amshat, il faut tuer autant de Alaouites qu'on peut. Et obliger les autres, Les chrétiens. et obliger les autres à devenir des sunnites. C'est ce qu'il a fait Joulani même pour les Druzes de Idlib. Avant de venir à Damas, Joulani était à Idlib. Il a formé un gouvernement et il y avait 26 000 Druzes à Idlib. Il a dit, il y a une déclaration Public. sur le net public, il a dit la religion druze, la secte druze est une secte hérétique. Et on va leur envoyer des faqirs pour qu'ils changent de direction religieuse et pour qu'ils deviennent musulmans comme il faut. Qui cessent d'être des mécréants. C'était pas mécréants pour eux, les mécréants c'est des chrétiens. Oui. Et c'est des alaouites. Pourquoi alaouites? Parce que le chrétien c'est des mécréants, ça c'est pas seulement pour lui, pour la religion musulmane. Mais les alaouites ne sont pas ni chrétiens ni musulmans. Donc ils occupent une place qui est très mauvaise pour le faqih, pour le fiqh islamique. Le faqih, c'est un penseur. Voilà. C'est un penseur islamique. Donc, dans une mauvaise position, et la seule direction valable pour eux, c'est soit on les tue, soit on les convertir. Qui l'a fait d'ailleurs? Ceux qui ont survécu, c'est ceux qui sont fait convertir. Je parle pour les Druzes. Oui. Là. Il y avait 26 000 Druzes à Idlib et il reste aujourd'hui 2 000. Donc, mais ceux-là sont convertis. Non, ceux-là oui. Et ils ont signé des papiers comme quoi ils sont devenus des vrais musulmans. Voilà. Le gouverneur de Damas fait ça. Le gouverneur actuel. Le gouverneur actuel, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Donc, il y a une histoire qui n'est pas nouvelle dans le conflit intercommunautaire et interreligieux dans la région, et les massacres de la côte appartiennent à cette histoire-là. Il faut dire aussi que le processus de renversement de Bachar al-Assad était dirigé par l'opposition syrienne, laïque et fanatique. L'opposition laïque, c'est comme nous, des gens qui n'ont pas d'assises sur place, qui n'ont pas ils représentent presque rien, c'est des universités. Des expatriés. Ça faisait pour l'un d'eux, un professeur à la Sorbonne, un demi-siècle qu'il est là. Donc, ça fait trop longtemps qu'il est dehors. Et il a été nommé comme président du conseil de l'opposition syrienne. Tout le monde le connaît, je ne vais pas le nommer. C'est Galioun. Oui. Ça, c'est donc, cette partie de l'opposition parle comme nous. En Syrie, il y a un dictateur, il faut renverser, et après on met à la place un régime démocratique. C'est un rêve. On a vu le résultat. On a vu le résultat, pas maintenant. On a vu le résultat déjà depuis un demi de siècle avec la Somalie. Il y avait un président somalien socialiste, et on a dit il faut qu'il ne soit pas là,
il était pro-soviétique, donc on va le déloger. C'était un tyran, dictateur. Ben voilà, Ouais. tyran, et voilà, sans comptant que la Somalie ne trouve pas Oui, alors, le chemin. c'est peut-être l'occasion de rappeler que la Somalie, c'est toujours le chaos total. Hein. Depuis un demi-siècle. Donc, on n'en parle pas, mais voilà. Et ceux qui ont renversé ce régime n'étaient pas les gens de sur le place. pays, vous savez, les fameux pirates, là. Voilà. On a les Houthis maintenant. On a les Houthis, c'est autre, non, mais je veux dire, comme les Houthis, pirates. c'est autre chose. On parle des Houthis, mais il y a toujours les Somaliens. Ils ne font etc. pas le piratage, les Houthis. Les Houthis, non, excuse-moi. C'est une monarchie, l'ancienne monarchie yéménite du nord du Yémen. Le nord du Yémen n'a jamais été colonisé. On parlera il y a trop de choses à dire. On parlera du Yémen et des Houthis. Excuse-moi, c'était pour rigoler. De la piraterie révolutionnaire. Mais je te laisse poursuivre sur le cas du Levant. Pour la partie laïque, il parle comme nous. Un dictateur, il faut remplacer par un régime démocratique. Mais ils ont pactisé quand même avec les frères musulmans. Oui, ça, je vais venir. Mais là, on explique les contradictions du discours, de la propagande actuelle qu'on continue de nous vendre en dépit des horreurs auxquelles elle aboutit. L'autre partie, c'est-à-dire ceux qui représentent les fanatiques et ceux qui sont bien organisés sur place, qui ont des moyens de renverser tel ou tel, c'était les islamistes. Et les islamistes disaient, défendaient une autre thèse. Assad n'est pas un simple dictateur, c'est un alaouite. Et ceux qui gouvernent en Syrie, c'est la communauté alaouite et les autres communautés. Je ne vais pas... Non mais attends, on est en train d'expliquer, on sait que c'est faux, mais on est en train de clarifier toutes les contradictions si vous me laissez du discours débile qu'on nous fait avaler. Donc on sait que c'est faux, mais laisse-le expliquer les contradictions de ce discours. Je vais être rapide, 5 minutes, donnez-moi seulement 5 minutes et je termine et après je vous donne. Vas-y, continue. Donc, pour ces gens-là, Assad n'est pas un président qu'il faut renverser, c'est un alaouite. Et ce n'est pas lui qui gouverne tout seul, mais c'est la communauté alaouite. C'est les mécréants, si vous voulez, mais c'est le diable qui gouverne. Oui. Et il a derrière lui sa communauté formée par des petits diables comme lui. Par les djinns. Par le génie. Donc, il faut renverser celui-là et il faut les chasser, il faut les tuer. On a renversé Assad et on attendait le moment où ces gens-là vont aller à la côte syrienne pour égorger les Alaouites. C'était ça. La presse occidentale parlait de la liberté revenue à Damas. Ça me fait pleurer, moi. Vraiment. Non, mais si vous voulez... Ça me fait pleurer. Ce qui fait... On a commencé à attaquer les chrétiens. Ce n'était pas des attaques massives, mais les Occidentaux ont compris qu'il y a un mouvement pour chasser, pour tuer des chrétiens. Tous les Occidentaux, pas tous les Occidentaux, la France, certains pays européens ont averti M. Joulani. Écoute, on fronçait le sourcil. Faites attention. Les chrétiens de l'Orient, on ne les attaque pas. Donc, il a lâché les chrétiens. Il a essayé d'attaquer les Druzes, mais les Druzes sont bien armés. On a fait 10 000 soldats de Goulani ont cerné une ville druze à côté de Damas qui s'appelle Jaraman. 10 000 soldats. Et les Druzes ont bien défendu leur ville. Et Netanyahou est intervenu le soir même en disant à Joulani, si vous attaquez ces gens-là, je vais les défendre. Ouais. Donc, voilà ce qui s'est passé pour Al-Joulani,
pour lui, pour son courant qui domine le pays, c'est pas la liberté qui est revenue, c'est ces gens-là qui sont revenus. J'ajoute juste une incise pour marquer à quel point l'immonde propagande partagée par à peu près tous les médias français, occidentaux d'une manière générale, à propos de ces massacres, souviens-toi que, comme ça l'a fouté quand même très mal, ils ont été expliqués pour les légitimer, que c'était les Alaouites qui les avaient attaqués et qu'au fond c'était des suppôts de Assad et que, en fin de compte, il ne le disait pas, mais c'est ce qu'on pouvait comprendre, il l'avait bien mérité. Hein. Mais ça, c'était même pas Al-Jolani et sa bande qui racontaient ça, mais c'était les médias mainstream. C'est Madame qui y compris Van der Leyen. Madame Levallois. Elle vient les instances européennes, la ministre elle a expliqué ça à la télévision française. Elle a dit la même chose. Elle a dit c'est pas Al-Jolani qui a commencé, c'est ça. Non, mais elle dit parce que quand elle dit mais même si on tue 13 soldats de Al-Jolani, même il représente, même pour lui, il représente un État. Si 13 militaires ont été tués à Vanves, l'État français ne va pas envoyer une armée pour décimer toute la ville. Le problème, c'est qu'on n'a plus d'armée. Voilà. Non, mais enfin, j'essaie de faire une petite comparaison pour... Oui. Voilà, donc l'histoire de ces massacres-là ne date pas d'aujourd'hui, ça appartient aussi au passé. Et ça nous donne, à moi-même, ça me donne l'occasion d'ouvrir une fenêtre sur le printemps arabe, parce que le maître à penser du printemps arabe a dit un jour: on va faire chuter les régimes dans le monde arabe, les régimes dictatoriaux et tout ça, les despotes du monde arabe. Si on échoue, on va faire comme avaient fait les Européens en 1840, pendant leur printemps. Le printemps européen a trouvé, pas immédiatement, mais après des dizaines d'années, le chemin de la démocratie, et nous-mêmes, on va faire la même chose si on échoue. Mais ce n'est pas sûr qu'on va échouer. Il a dit ça, le maître à penser de printemps arabe. Pardon? Tu peux le nommer, le penseur du printemps? Vous le nommez vous-même. Oui. Vous voulez dire... non. C'est qui le maître à penser? Azmi Bchara, vous voulez dire? Vous voulez dire Azmi Bchara? Voilà, Azmi Bchara. On mettra à l'image, je mettrai quelques commentaires. D'accord. Donc c'est lui qui a fait cette comparaison-là. Oui, mais ce n'est pas... Imaginons le printemps européen de 1840. D'ailleurs, en France, on n'avait pas... Après ce printemps, un régime démocratique. Il y avait Napoléon III, qui a duré combien de temps? Une trentaine d'années. Il a été battu dans la bataille de Sédan, et après lui, il y avait la Troisième République. Et pour arriver à la Cinquième République, on a passé beaucoup de temps. Donc, et ce n'est pas sûr pour le monde arabe. Parce que le monde arabe et les sociétés arabes sont basées pas sur... Donc ça, c'est la thèse à long terme, voilà. L'horizon que nous propose le BHL arabe, qui a d'ailleurs fait des émules un peu partout, oui. Il y a, notamment aux États-Unis, bien sûr. Même ici, c'est le Qatar. Ici, ils étaient déjà là, les nouveaux philosophes à la BHL, et donc c'est sorti du même tonneau. Et oui, et on oublie, lui, il oublie des données essentielles
La France était un pays souverain, un pays qui colonise à l'époque, et pas seulement la France. Les autres pays européens étaient des pays souverains, qui colonisent, qui dominent le monde. C'était les empires centraux. Des empires. Les régimes arabes, c'est des petits mercenaires. Enfin, les présidents arabes, c'est des petits mercenaires qui écoutaient l'ambassadrice américaine dans ce pays et dans d'autres. Enfin, la Syrie, oui. Donc, je te laisse conclure, mais puisqu'on parle justement de ces empires centraux et de l'époque, il y a un point qui est intéressant et sur lequel vous avez évidemment les réponses d'éclaircir pour notre public, c'est le rôle du descendant de l'Empire ottoman. Voilà, du prolongateur de l'Empire ottoman, alias Erdogan. Et moi, j'aurais bien aimé qu'on ait dans le monde arabe, parmi ces révolutionnaires-là, un Saint-Just ou un Robespierre, malgré l'image atroce de Robespierre. Pour certains. Pour certains. C'est récent, enfin c'est récent, ça date de Furet, de la bande de clowns. C'est vrai que depuis, ils ont massivement occupé l'espace malheureusement, il de y a l'historiographie française. Mais enfin, ça c'est les conneries de Furet, de toute la bande de saloperies de l'époque. Voilà, vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Donc, je termine pour dire que il faut se méfier de la lecture offerte par la presse occidentale sur les événements qui se déroulent dans notre région. Quand on vous parle des élections qui font élire un président, ça veut dire que dans un pays comme le Yémen, que je connais très bien, il y a deux confédérations tribales. Le chef de la première confédération dit à tous les membres, vous votez pour monsieur, ils voteront pour monsieur. L'autre dit, vous votez pour celui-là, ils voteront pour celui-là. Il n'y a pas un individu qui décide. Après un débat, qui choisir. Donc, nos sociétés dans le monde arabe sont organisées sur des bases communautaires, sur des bases religieuses, tribales. Surtout. Donc, pour comprendre ce qui se passe chez nous, il faut prendre ces données en considération. Et pour trouver, j'ai essayé de vous aider, enfin, j'ai essayé de présenter ma vision de cet événement atroce qui vient de se passer, mais pour l'avenir, je ne suis pas sûr que ce monsieur-là, Achara, va garder sa place dans le pays. Et je ne pense pas que son gouvernement va durer longtemps. Même s'il y a... Oui, mais au prix de combien de morts, de massacres et de destructions. Maintenant, il commence à tuer les Alaouites. Après, il va essayer de tuer les Druzes, les chrétiens. Mais après tuer tous ces gens-là... Et les siens aussi. Les siens, au sein de sa communauté, il y a des sunnites chafiites, il y a des sunnites alaouites, malikites. Il y a les 4 madrasas sunnites au sein de sa communauté. Donc, l'un va tuer l'autre. Si la paix au sein de sa communauté a été gardée, on va trouver des sunnites de Hama qui n'est pas d'accord avec un sunnite de Deir ez-Zor. Oui, ce que tu nous l'écris, c'est à peu près pour que les gens comprennent. Voilà. Mutatis mutandis, le nouveau Fonds populaire en France actuellement. Voilà. C'est à peu près la même cohésion. Voilà. Alors, ils sont moins violents, heureusement quand même. Donc, pas pour l'instant. Je termine. Il faut aider la Syrie à sortir de cette direction noire, très très noire, et il faut mettre ce qui se passe dans ces pays sur le devant de la scène avec nos petits moyens, mais ça va aider à faire des pressions sur place
Et ça va aider les gens ici si on arrive à changer de vision et à faire des côtés humanitaires. Oui, je vais repasser la parole tout de suite à Majed. Je précise quand même, j'ai donné l'exemple du nouveau Front populaire, mais le socle commun du gouvernement, c'est à peu près pareil. Hein, c'est à peu près aussi cohérent, et ils sont prêts, s'ils avaient l'opportunité de le faire, ils se liquideraient mutuellement exactement de la même façon. Et il faut dire... Donc il n'y en a pas un à sauver par rapport aux autres de toute notre classe politique. Elle est à l'image de la démocratie inclusive et bienveillante que les mêmes, avec la même idéologie, ont mis en place depuis peu en Syrie. Et le mot de la fin, il faut remercier M. Laurent Fabius parce qu'il a dit que le Front al-Nusra fait des bons boulots tu as vu, c'est la vidéo que j'ai mise en ligne pour annoncer la soirée. Et voilà le bon boulot qu'Al-Nusra a fait en Syrie. Exactement. Merci beaucoup. Je t'en prie. Juste une précision, parce que c'est important. Parce que quand les médias français et occidentaux en général, quand ils parlent des massacres d'Alaouites, tout de suite ils disent ils sont du clan Assad. Alors, quand on étudie la composition de la population dite alaouite, vous trouvez que la majorité de la population, elle n'est pas pour le régime. Ça, il faut le préciser. C'est eux qui ont payé le plus lourd prix dans la guerre contre eux. Ils rejoignaient l'armée parce qu'ils étaient pauvres, c'était un moyen de promotion sociale, mais finalement l'État n'a pas fait beaucoup de choses pour eux, et donc le régime, c'est pour dire que le régime est alaouite. Non, le régime n'est pas alaouite. Oui, d'ailleurs, je résume, sous ton contrôle, il y avait énormément d'opposants de Assad, du régime de Assad, chez les alaouites. Alaouites, bien sûr. Voilà. Mais Majed, rappelle-toi, à l'époque où on a renversé Saddam Hussein, on a dit qu'on l'avait renversé parce qu'il était confusionnaliste. Contre les chiites. Parce qu'il était sunnite qui massacrait les chiites. Alors, 90% des soldats de Saddam, c'était des chiites. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire, pour te rappeler, les 52 personnalités mises en carte par les Américains, comme quoi les personnalités les plus dangereuses. Sur ces 52, c'est-à-dire qui constituaient le régime de Saddam, sur les 52, il y avait 37 chiites. Ouais. Et après, on dit que Saddam attaquait les chiites. Voilà. Et hier, j'ai regardé la composition du gouvernement de Bachar al-Assad. En fait, le seul chiite qu'il y avait dans le gouvernement d'Assad, le seul chiite, c'était son oncle ministre. Il était ministre de l'Intérieur ou de l'Extérieur. Et lui, le restant du gouvernement syrien, c'était des sunnites. J'ai compté 18 ministres sunnites. Non, mais c'est pour ça, il ne faut pas confessionnaliser le débat. Mais ce n'est pas nous. Oui, non. Il est confessionnalisé. Moi, je remercie Faisal parce qu'il nous a mis à l'oreille l'idée que c'est des tribus qui se bagarrent entre eux. Parce que moi, mon analyse de la société occidentale, c'est qu'il me permet de dire que la théorie tribaliste est en train de réussir même en communautaire Europe. Aussi. Même en Europe. C'est ce que les Américains appellent la DEI. Oui. Et si on légitime Al-Shara', Abu Mohammed Shara', Mohammed Joulani, Ahmed Shara', Abu Mohammed Joulani, si on le légitime et on le réintègre, on donnera la force à la théorie islamiste qu'elle dit que l'Occident est pourri. Il suffit de frapper sur le ventre mou pour convertir les États occidentaux l'un après l'autre. Et Al-Shara', sans doute, il va jouer un rôle dans ça. Ce qui m'amène à poser la question, parce que nous sommes là, on doit réfléchir ensemble. Quelle sortie alors? Quelle solution? Est-ce qu'il faut l'intégrer? Et si on n'arrive pas à l'intégrer,
si on arrive à accepter le raisonnement basiste, qu'il dit, puisqu'il n'y a personne en Syrie que lui, aujourd'hui, il n'y a qu'une force, c'est Al-Jolani. En dehors d'Al-Jolani, il n'y a pas d'autre. Pour un occidental, je pose la question, qu'il veut comprendre comment il faut s'en sortir. Comment il faut s'en sortir. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de force en Syrie qu'Al-Jolani. Est-ce qu'il faut l'intégrer ou non? Sinon, qu'est-ce qu'on choisit comme solution? Est-ce que la dernière solution américaine à l'égard de l'Afghanistan, ça veut dire on se retire, on le laisse mourir par sa propre mort, ou est-ce qu'on intervient? On laisse mourir de faim dans le cas de l'Afghanistan. Est-ce qu'on fera un deuxième Afghanistan, ou est-ce qu'on peut se le permettre? Alors, vous, le mouvement des tremblements de terre qui s'emparent de la politique internationale, vous, ce qui s'est passé aux États-Unis, que l'ordre international est mis en cause, dans ces nouveaux ordres mondiaux, est-ce qu'on peut laisser la Syrie devenir un Afghanistan ou est-ce qu'il faut récupérer la Syrie? Le dilemme est là. Et si on la récupère, ça veut dire on légitime le terrorisme islamique. Sinon, on choisit de faire un deuxième Afghanistan. Voilà les solutions que je trouve. Est-ce qu'il y a d'autres? Je laisse répondre, je te laisse tout de suite répondre. Là, ce qu'on sait, parce que quand même le Deus ex machina de tout ça, c'est à Washington, évidemment. Actuellement, il semble bien qu'il n'y a qu'à voir la manière dont il est en train de s'entendre avec Poutine. Trump est résolu de revenir une politique, on va dire, grosso modo, doctrine Monroe, et donc de déléguer à des puissances régionales l'influence sur ces coins complètement pourris où les Américains n'ont rien à gagner. Donc, il est clair qu'en l'occurrence, il a délégué à Erdogan et à Netanyahou de débrouiller ce merdier. La position américaine, c'est ça. Nous, les Européens, nous sommes bien placés et de plus en plus de gens devraient le comprendre, bien qu'en France, ils n'ont toujours pas compris qu'on est devenu complètement quantité négligeable et tout le monde se contrefiche de ce qu'on peut dire ou faire. Mais du point de vue américain, ça semble assez clair à l'heure actuelle, donc de l'Empire, eh bien, on va se répartir et là, on va vous laisser vous débrouiller et nos sympathiques collègues Erdogan et Netanyahou vont s'occuper de régler cette question. Ça, c'est la position a priori actuellement américaine. Oui, alors, pour confirmer ce que tu dis, c'est que Erdogan hier a dépêché son ministre des Affaires étrangères, son ministre de la Défense et le directeur de service de renseignement turc pour arriver à Damas, pour donner un coup de main à Al-Jolani parce qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc probablement, on va déléguer aux Turcs et on va demander à l'Arabie Saoudite de donner un coup de main à la Turquie. C'est pourquoi les financièrement, financièrement avec la déclaration de Qatar, de Koweït pour acheminer l'énergie. Erdogan, lui, il est à sec au niveau financier, sérieusement actuellement, il faut le savoir. Hein. Absolument. Donc voilà une situation très originale. Elle peut nous aider à se projeter un petit peu au-delà de l'État islamique. Peut-être que ce sera le dernier sursaut de l'État islamique en Syrie. Sinon, ça va durer, parce que toutes les périodes de gouvernement tribal, ça dure un demi-siècle ou un siècle. Alors, qu'en penses-tu, Faisal? Le danger dépasse la Syrie. Ah oui, ça c'est clair. Ça va laisser des traces au Liban. Ça va faire mal au Liban. Le Liban, il n'est déjà pas très bien en point. Si M. Jolani décide de jouer au Liban contre Hezbollah, je pense qu'il aura des soutiens
américano-israélien très fort. Bien sûr. Peut-être pour lui, c'est une porte de sortie de ce qui se passe chez lui. Bien sûr. Et ça va lui donner un rôle régional. Mais son problème majeur, c'est que son armée est composite. Il est formé des groupes, enfin des clans, des petits clans ici et là, et il manque de cohésion, il manque de ce qu'on appelle au sein de l'armée des officiers et des... Donc il n'est pas très bien organisé pour mener une grande guerre, une grande bataille et tout ça. Pour organiser son armée, il lui faut de l'argent et il lui faut du temps. Oui. Le temps presse, il n'a pas beaucoup de temps. C'est pour cela que je dis que peut-être ce monsieur-là ne va pas vivre beaucoup de temps au pouvoir en Syrie. Et il y a les Israéliens qui ont leur propre stratégie, c'est-à-dire cerner les Libans à partir de la Syrie, cercler le Liban à partir de la Syrie. Déjà, ils ont construit leur base de défense dans le sud du Liban et ils commencent à faire une ligne pas de Maginot, mais une ligne semblable sur les territoires syriens. Ils vont étendre le Golan. Voilà. Ils ont piqué le Golan depuis longtemps. Ils ont occupé une surface beaucoup plus que la surface du Liban. Maintenant. 400 km² quand même. Voilà. Donc, ils arrivent à élargir le front avec Hezbollah. Hezbollah ne peut pas faire des combats sur un front très très large. Et cela dit, pour Israël, c'est compliqué aussi. Hein. Oui, elle n'a pas les moyens. Oui, Israël, non, mais c'est compliqué si on dit qu'Israël compte sur ses propres moyens. Israël est là avec lui, les Américains. Ils sont sur place, les Américains. Ils sont en Syrie, ils ont 4 ou 5 bases. 12. En Syrie. Oui, à ce propos, on n'en a pas beaucoup parlé. Il faudrait parler surtout de là où ils sont très présents. D'ailleurs, le soi-disant Rojava, là, la République libre du Nouveau Kurdistan, au nord de l'Euphrate. Et il y a aussi le problème kurde qui n'a pas de solution. Le problème kurde n'a pas de solution. On a essayé d'utiliser l'accord entre Joulani et M. Mazloum Abdi. Il s'appelle Mazloum Abdi. Oui. Oui, ils l'ont montré, d'ailleurs, ça a été largement diffusé dans les médias il y a 24 heures. Mais ça a vécu 3 jours. Oui, mais ça, ils en parlent pas. Ça a vécu 3 jours. On a beaucoup parlé d'accord, mais on n'a pas parlé du désaccord. On ne parle pas, ça c'est important, c'est pour confirmer ce que tu dis. Oui. Le dirigeant des Kurdes a été transporté à Damas par un avion américain. Oui. C'est les Américains qui l'ont transporté. Il aille se faire filmer en train de serrer la main à l'autre massacreur. Et ça n'a pas marché. Voilà. Mais si on essaye de traduire le nom de ce monsieur, ça fait pleurer. Oui, ben fais-le, parce que pour notre public... Mazloum, ça peut se traduire par... C'est le malheureux. Le malheureux. Et Abdi, c'est l'esclave. Celui qui a subi l'injustice. L'esclave, le malheureux. Quoi. Le malheureux esclave. Opprimé. Et Abdi, c'est esclave. Oui, mais vous dites que c'est fini. Abdi, en arabe, l'alliance. Vous dites que c'est fini l'alliance. Je ne suis pas sûr. Quelle alliance? Entre Joulani et les Kurdes. Non, je n'ai lu nulle part. Non, parce qu'il y a eu des manifestations. Non, c'est Mazloum Abdi qui a déclaré que moi, la déclaration constitutionnelle ne me concerne pas
Et c'est pas ça ce qu'on a discuté avec Joulani. Oui, et il a dit c'est un accord de principe. C'est un accord de principe. Et donc, on sait les détails, le diable est dans les détails. Non, mais il y avait quoi? Il y a 5 comités de règlement des problèmes. Mais il a réorganisé là. Il a fait un nouveau comité. Où en fait, quand? Hier, c'est hier qu'il a déclaré. Hier. Ah, ça va vite, hier, ça change vite. Hier, il a constitué un nouveau comité. En fait, il a fait une déclaration dite constitutionnelle pour faire. Al-Joulani. Al-Joulani, on va préciser de qui il s'agit. Oui. Pas son pote kurde. Voilà, la déclaration constitutionnelle d'Al-Joulani consiste à dire que Majoud a évoqué ça au départ, que la Syrie c'est une république arabe syrienne. Arabe syrienne, si tu veux. C'est la Constitution qui le dit. Oui, arabe syrien, mais que les lois seront promulguées en vertu de la théologie islamique. Voilà. Et pas n'importe quelle. Pas n'importe quelle théologie. Oui. Ibn Taymiyyah. Ça veut dire c'est la théologie islamique. Et la théologie islamique, si tu veux, sunnite. Oui, d'accord. Mais les sunnites, il faut mentionner Ibn Taymiyyah. Mais les sunnites, nous sommes majoritaires. Nous sommes 90%. Bah, les sunnites. Toi, tu n'es pas sunnite. Allez, termine ton argument. Donc, la Constitution promulguée, ou la déclaration... Intérimaire. La République, elle est islamique, même s'il dit arabe. En fait, elle est islamique. Les lois ils seront promulguées dans l'esprit de la théologie islamique et la situation de la femme sur laquelle les Kurdes, ils se chamaillent. Les Kurdes, ils ne sont pas d'accord, ils veulent qu'il y ait le droit de la femme, parce que tout le prestige des Kurdes, c'était de montrer les femmes combattantes que l'Occident admirait, que la femme kurde était libre. C'est leur valeur ajoutée principale. C'est leur valeur ajoutée. Aux yeux des Occidentaux. Hein, parce que femmes qui connaissent les réalités, femmes dévoilées. C'était leur fond de commerce. Et la Joulani, elle dit, la situation de la femme, elle sera traitée en vertu de la théologie islamique. Ibn Taymiyyah. Oui. Voilà. Donc là-dessous, les Kurdes, même s'ils sont obligés d'être d'accord, à un moment ou à un autre, on va dire que les femmes kurdes ne sont pas d'accord, si les Arabes sont d'accord. Juste une incise, en rapport avec ce que tu viens de dire, est-ce qu'on peut associer ça à la déclaration là, récente de Öcalan, encourageant les Kurdes, enfin, intimant l'ordre de déposer les armes vis-à-vis d'Erdogan. Est-ce que c'est en rapport bien sûr. Une déclaration tactique de Öcalan. Tout le monde croyait qu'Öcalan voulait lâcher la lutte armée et tout ça, mais pour lui, il n'y a pas d'autre solution que d'adopter une stratégie tactique qui l'aide un peu à traverser un moment très difficile. Il y a la situation en Syrie, en Turquie. Enfin, c'est la Turquie qui gouverne en Syrie maintenant. Oui, mais c'est donc pour ça lui, que je pense que les deux événements sont liés. Absolument. Absolument. Alors, la Turquie, elle est fortement sollicitée par les Européens qui se préparent à la guerre prochaine. On a consacré... on se prépare. À mon avis, ça ne débouchera sur rien du tout, comme tout le monde le sait. Mais si on va prendre l'économie des Français, qui nous permettre ça c'est possible. On va réquisitionner les livrets de famille, les livrets l'épargne de populaire. Il faut payer les marchands de canons. Il faut que tout, parce qu'on est démocratique, on va associer tous les Français à participer à la guerre,
à payer leur part d'achat de canons et d'avions, puisqu'on va faire ça. Ben oui, attends, on est quand même mis en danger par les hackers russes. Hein, parce qu'aux dernières nouvelles, c'est comme ça qu'ils nous agressent. Hein. Oui, mais pour faire la guerre, on n'a pas suffisamment d'eau. Tous les sondages, toutes les consultations disent que les Européens ils ne sont pas favorables. D'ailleurs, on n'a pas suffisamment de soldats. Donc on a fait appel à Erdogan. Erdogan, le premier Européen, il a dit « Je suis d'accord, j'envoie mon armée. Si demain l'Europe part, moi j'y vais. » Donc pour calmer Erdogan et le compenser de sa décision valeureuse pour défendre l'Europe. Nos valeurs. Voilà, défendre nos valeurs, pas les siennes. On va le laisser gouverner en Syrie. C'est grosso modo donnant-donnant. Mais alors, en Amérique, hier j'ai écouté le sénateur républicain qui s'intéresse à la Syrie. À lui, il appuie, il dit « Je veux parler à Donald Trump, il faut absolument intégrer Giuliani, puisqu'il n'y a personne en Syrie en dehors de lui. Il faut intégrer Giuliani, il faut lever les sanctions, puisque s'il y a les sanctions, il ne peut pas gouverner. Ce qui m'a amené à vous poser la question, est-ce que ça sera l'intégration ou est-ce que ça sera la solution à l'Afghan? Il est pour l'instant dans un strapontin, il est délogeable dans n'importe quel... Oui, mais comme vous l'avez très bien résumé, on a vu ça, y compris pendant le Covid, y compris en ce moment, ils ont fini par avaler, ils sont en train d'avaler des couleuvres, ça passe très mal pour les Européens, en Ukraine, etc. Ils n'ont pas d'autre solution. Ils ne savent pas quoi faire d'autre. C'est pour ça qu'est là Giuliani, c'est tout. Voilà. Ils n'ont aucune autre idée de quoi que ce soit à faire d'autre. Et face aux résultats de leurs contradictions, ben, ils sont tous à tourner en rond, poussant des petits cris, là, comme une poule qui a trouvé un couteau. Les Américains, eux, ont pris déjà des décisions, celles qu'on vient d'évoquer. Nous, nous comptons pour du beurre. Il faut quand même se rendre compte de ça. Vrai. Tout le monde se contrefiche des guignolades de Macron ou de Starmer ou autre. Je veux dire, le reste du monde. Pas seulement les BRICS, hein, les Américains eux-mêmes, hein, ils sont contre, ça les fait rigoler plus qu'autre chose. Peut-être il faut laisser le public... Alors il y a peut-être des questions. Moi je voudrais quand même apporter quelques précisions si possible. Oui. C'est très possible. Vas-y. Merci. Il est quand même important de voir comment évolue la situation à l'intérieur, la situation du peuple syrien. C'est qu'à partir du moment où Al-Jolani a pris le pouvoir, il y a aucun salaire n'a été payé depuis donc début décembre. Il a licencié 400 000 personnes en disant ce sont les suppôts du régime Assad. Hein. Des emplois fictifs. Pardon? Des emplois fictifs aussi. Oui, oui, non, mais il parle d'emplois fictifs et des suppôts du président Assad, etc., etc. 400 000 personnes, ça veut dire 2 millions de personnes qui n'ont plus de revenus minimum. Rappelons que c'est comme ça qu'on a expliqué la chute du gouvernement Assad. Hein, bah oui, pour ces raisons-là. Les sanctions continuent, ça veut dire qu'il n'y a pas effectivement de possibilité d'échange, etc. Par contre, les marchés syriens sont noyés de denrées turques qui sont périmées, qui sont non conformes, etc. Mais de toute manière, la population crève de faim dans la mesure où il n'y a plus aucun revenu. Même les gens qui ont de l'argent dans les banques, ils ne peuvent pas les retirer. C'est interdit de retirer de l'argent. Donc, en plus du fait qu'ils ont quand même licencié tout ce qui est flics, police, etc. Donc d'une situation où il n'y a absolument aucune sécurité. Et la majorité de ceux qui étaient dans les prisons de Sydney qu'ils ont libérés, il y avait des violeurs, des voleurs, etc. Donc qui sévissent dans toutes les villes maintenant, qui attaquent les maisons, qui volent, qui violent, qui kidnappent et qui rançonnent la population.
Et en fait, viennent tout ça après, donc ça c'était au début, au tout début. Au tout début, il y avait aussi de grandes exactions dans les villes de Hama, de Homs, contre toutes les communautés. Donc c'est pas seulement la communauté alaouite qui est visée, mais contre tout le monde. Et aussi, donc ça s'est couronné par ce grand massacre dans la côte syrienne, des villes de la côte. Et il y a des villes qui ont carrément été rayées de la liste, rayées de la géographie, début, ça, oui. Etc. Et donc... ça continue en fait. Hier, il y a eu une réunion du Conseil de sécurité en huis clos, et en fait où ils ont dit que par la suite le résultat ça a été une mise en garde de Jolani pour arrêter tout ça, etc. Mais en fait la réalité c'est que les massacres continuent. Il y a eu une commission d'enquête qui est partie dans les villes justement côtières, et on a vu les sbires de Golani qui étaient en train d'habiller les cadavres en habits militaires et mettre des armes à côté, militaires de l'armée arabe syrienne, et mettre des armes à côté en disant c'était des combattants des suppôts du régime, alors que c'était vraiment des cadavres de familles qui sont des civils. Donc il y a eu aussi des attaques contre des hôpitaux, des attaques contre les écoles. Les gens qui ont été massacrés en grande partie sont des médecins, des pharmaciens, des profs d'université, des professeurs d'école, etc. Donc les intellectuels de partout. Et donc là c'est vraiment je veux dire... Bon, c'est le chaos. Non, c'est une volonté, oui, ceux qui sont visés, sont de toutes les souches, je dirais, et de tous les constituants. Il y a effectivement une majorité d'alaouites, mais il y a aussi des sunnites, des chrétiens. Il y a eu même des chefs religieux sunnites qui ont dit non, moi je protège les alaouites, ils sont sous ma protection. C'est un imam qui est très connu, qui a été arrêté, torturé. Il a été tué, en fait, parce qu'il voulait protéger les alaouites. Donc, en fait, c'est une situation de massacre tournant qui continue encore. Les cadavres ont été balancés dans la mer. Ils ont été aussi balancés dans les montagnes, hein, dans les grands précipices. Il faut savoir que la structure des montagnes dans cette région sont des montagnes très... comment dire, avec des pics, avec et il y a aussi même des animaux... sauvages dans la montagne. Donc les gens qui sont partis se réfugier dans les montagnes, ils sont exposés aussi au pire, en plus qu'il fait très froid, et au pire danger. Et là-dessus, il n'y a plus aucune aide, aucune possibilité, puisque même les aides internationales, elles passent par Al-Jolani. Oui. Et ça, il faut le voir. La seule aide que nous ayons et que la commission d'enquête, elle a été reçue par Al-Jolani et accompagnée par ces gens. Oui, mais voilà. Je rappelle aux gens, je l'ai déjà montré la vidéo, mais je la remettrai, de la bouffonnerie avec notre ministre accompagné par cette conne de Baerbock, qui prend un vent de Jolani publiquement pendant que le ministre français, notre éminent ministre des Affaires étrangères, hésite à serrer la main dans son dos. Donc c'est pathétique de ridicule de la part de nos donneurs de leçons, y compris notre gauche morale, mais la droite de la même. Là, il y a une question là-bas. Question sur le point de vue iranien. Vous avez beaucoup parlé de la situation interne et un peu du point de vue occidental. Plus fort, s'il vous plaît. Oui, sur l'Iran, quel regard jettent les Iraniens sur la situation au Moyen-Orient? Parce que ils viennent après, il y a la Syrie, l'Irak, la Libye. Il y avait la fameuse liste du général Wesley Clark qui avait dit il y a tout un programme pour détruire, enfin mettre à feu et à sang, il n'avait pas dit comme ça, mais mettre à feu et à sang le Moyen-Orient. Les Iraniens, ils sont à la suite, si j'ose dire. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, pour les Iraniens, je suis un petit peu de près, un petit peu la position des Iraniens, parce que je suis intéressé par la position irakienne. En fait, les Iraniens, ils sont accusés d'être à l'origine de massacres. Jolani considère que c'est les milices irakiennes et iraniennes qui sont venus
pour vénérer le chef de Hezbollah et qui sont rentrés en Syrie et que c'était un massacre prémédité par les Iraniens. D'où le souci personnel que j'ai. Moi, je pense, si la situation en Syrie n'est pas maîtrisée, on rentrera dans une guerre généralisée, guerre confessionnelle. L'Iran, évidemment, soutient les Alaouites. De matin au soir, les Iraniens et les chiites irakiens pleurent leurs compatriotes coreligionnaires alaouites, même s'ils ne sont pas de même branche chiite, mais ils sont considérés comme des chiites. Et l'Iran, elle est coincée, elle ne peut pas ouvertement intervenir. Il a menacé, elle a donné plusieurs ultimatums à Al-Jolani pour n'a pas touché à la communauté chiite, mais ce n'est pas sûr que Al-Jolani il peut maîtriser. Le pourquoi il ne peut pas maîtriser la situation. Premièrement, son état-major, ce n'est pas des Syriens. Je vous ai dit, l'état-major de Jolani, c'est un comité pan-islamique de frères musulmans d'obédience d'Al-Qaïda, et ceux-là n'ont aucun sentiment de fraternité avec les Syriens. Et c'est ceux-là qui s'impatientent depuis 3 mois. Elle veut régler les comptes des Alaouites, mais la Turquie et le Qatar, elle leur dit calmez-vous. Et là, ils ont passé à l'action. L'Iran, il essaye, lui, d'avoir la paix avec les Américains. Il a demandé à la Chine, avant-hier, je crois, c'est la Chine qui est intervenue auprès de Donald Trump pour dire qu'il faut lever les sanctions sur l'Iran et l'Iran garantira qu'il ne fabriquera pas de bombes atomiques. Juste une incise très brève pour expliquer le contexte qui permet de bien comprendre ça. Un des enjeux majeurs de Trump, donc de la puissance vraiment dominante, dans cette affaire, c'était, comme il dit, de faire la paix partout, et un des axes, y compris de sa campagne électorale, c'était de régler le problème iranien, non pas en faisant la guerre et en envahissant l'Iran, mais en les contraignant à un accord sur la question du nucléaire iranien. Je suis d'accord. Et donc, apparemment, actuellement, y compris avec l'intercession des Chinois, mais aussi de Poutine, les Iraniens seraient prêts à arriver à un terrain d'entente avec... J'ajouterais l'Arabie Saoudite. Oui, elle propose, donc l'Iran, elle est piégée, sinon la base, les Pasdaran, les milices irakiens, tous les milices chiites, elle veut aller en Syrie pour faire la peau à Al-Jolani. Elle veut y aller. L'Iran ne peut pas actuellement se permettre d'aller déclencher la guerre confessionnelle. Elle veut que la communauté internationale intervienne en sa faveur pour trouver une solution. Mais ça, c'est le tactique de l'État. Ça n'a rien à voir avec le sentiment communautaire des chiites iraniens, irakiens envers les Alaouites. Moi, je suis très touché par la situation des Alaouites. J'avais fait un appel il y a quelques jours contre la guerre confessionnelle en Syrie. J'ai eu des réponses des gens de Al-Jolani. Elle me dit, vous défendez les minorités, mais c'est les minorités qui sont en train de détruire les États islamiques. C'est ce qu'ils pensent. Les gens de Jolani, c'est que les minorités ils sont à l'origine de la défaite du projet islamique. Et les Iraniens ne peuvent rien. Dans l'état actuel,
si l'Iran intervient en Syrie, il donnera tous les prétextes pour être bombardé par l'Amérique et Israël. Voilà. Alors, attends, s'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, vous pouvez en poser peut-être, il y aura un pot rapidement tout à l'heure. Oui. Ben, je vais vous inviter cette fois-ci à la conclusion. Ben, si on peut conclure. Voilà, ma conclusion serait celle que j'ai commencée. Il faut s'interroger, qu'est-ce qu'on peut faire avec une telle situation? Légitimement, moi je m'interroge, est-ce que vraiment que l'Europe et l'Amérique intègrent Giuliani pour éviter une guerre civile confessionnelle? Mais si on fait ces choix-là, on donne de crédit au mouvement islamiste qu'il veut, où c'est affiché, il veut détruire l'Occident. Leur ennemi, c'est l'Occident. Ce n'est pas... Et c'est une situation très, très compliquée. C'est trop compliqué pour Donald Trump comme pour moi. Voilà. Pour moi, une nouvelle carte géopolitique se redessine dans la région et malheureusement, ça va être dessiné par le sang et par l'instabilité dans presque tous les pays dans la région. Et il faut espérer qu'il n'y a pas beaucoup de massacres et que les Occidentaux essayent de comprendre que le massacre qui ont eu lieu et qui vont avoir lieu dans la région ne va pas laisser les conséquences cernées dans la région. Ça va venir plus tard, même dans... Nous ne sommes pas à l'abri. Ben bien sûr, on n'est pas à l'abri parce que les boat people, ça va venir un jour, hein, si ça continue. Et le chaos aussi que Giuliani est débarqué ou assassiné, il y a tous les éléments d'une reprise d'une guerre généralisée, dont ce que Subhi vient de dire, les milices chiites en Irak, et puis les anciens de l'armée syrienne, ils sont toujours là. Quand même, oui, bien sûr, il suffit que ça reprenne, on ne verra pas. Et le Hezbollah, Faisal le sait très bien, ils sont toujours là, ils ont leurs armes et tout ça. Donc, tous les ingrédients d'une conflagration généralisée dans la région, s'il n'y a pas une solution globale, et là maintenant avec la nouvelle constitution qui va durer 5 ans, et les élections qui vont avoir lieu au bout de 5 ans. Donc, rien n'inspire à l'optimisme. Donc, si je peux me permettre donc de résumer cette conclusion très provisoire, le nouvel ordre mondial que tu as évoqué, qui date donc de Bush, dans des circonstances que ceux qui ne s'en souviennent pas pourront vérifier, tourne au nouveau désordre mondial, évidemment, ce qu'il était en fait depuis le début. C'est pas très prometteur pour nos valeurs, mais nous sommes plus malins, nous autres Européens, et surtout Français et Anglais quand même principalement, et nous avons compris que l'ennemi c'est la Russie, qui est à nos portes, les chars vont débarquer, et donc il faut mobiliser l'épargne populaire plutôt que pour les services publics, la santé, les retraites ou Dieu sait quoi, et toutes nos forces vives pour aller affronter ce danger majeur et imminent qui est la barbarie de Raspoutine qui débarque chez nous, avec les hordes de barbares orientaux venus des steppes et de Sibérie. Donc c'est bon, évidemment. C'est ce que nous avons répété depuis 3 ans. Voilà, c'est ce que, et même avant, à mon avis. Merci beaucoup pour... Merci à vous, bravo. Bon.